Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette quatrième session de l'accélérateur PME qui aura pour thème le respect des droits humains. Donc, comme à chaque fois, j'aurai le plaisir de co-animer cette session avec Anne-Sophie Six, bonjour, Bonjour à tous. et également avec Reynad Silla, bonjour, Bonjour à tous. notamment sur la partie atelier. Donc voilà, quelques conseils comme à chaque fois, mais vous les connaissez par cœur désormais, je pense. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, à lever la main si vous avez le souhait de prendre la parole également. À essayer de garder un environnement silencieux, allumer votre caméra si possible, notamment dans la partie atelier. C'est bien plus agréable et convivial. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la quatrième session de l'accélérateur. Donc, comme je disais en introduction, celle-ci aura pour thème le respect des droits humains. C'est un sujet qui parfois parle peu aux PME, qui le trouvent parfois un peu trop théorique, parfois un peu trop hors sol. Donc, on va vraiment essayer de l'aborder d'un point de vue très opérationnel, très concret, et expliquer que derrière le respect des droits humains, il y a le respect de bonnes conditions de travail, le respect des luttes contre les discriminations, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc voilà, beaucoup de sujets très concrets pour des entreprises, y compris de petite taille, qui font aussi la vie de vos entreprises. Et donc voilà, on verra comment aborder ce sujet sous cet angle. Je crois qu'il y a encore quelques micros activés, n'hésitez pas à les désactiver si possible. Je vous remercie. Donc, les objectifs de la session sont triples. Premièrement, vous expliquez le concept, la notion de droit humain, et vous expliquez aussi le rôle des entreprises sur ce sujet. On verra ce qu'il est attendu d'une entreprise dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociétale. Ensuite, vous faire découvrir des actions clés à mettre en place. On verra les étapes clés essentielles pour structurer une approche droit humain et de respect et de promotion de ce sujet dans vos entreprises. Et enfin, en troisième lieu, on verra quelques ressources pour faciliter vos démarches. Vous verrez que c'est un sujet qui peut être complexe à aborder et à mettre en œuvre. Donc, on essaiera au maximum d'expliquer les notions, de les rendre concrètes et de vous donner les ressources clés pour vous aider à les mettre en œuvre en entreprise. Alors, ma présentation est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Hop, il y a eu un petit bug. Donc, on va directement passer à l'icebreaker. Comme à chaque fois, je vais vous poser quelques questions pour rentrer dans le sujet progressivement. N'hésitez pas à y répondre directement dans le chat. Donc, première question, selon vous, qui possède des droits humains? Est-ce que c'est seulement les citoyens de certains pays? Est-ce que c'est uniquement les adultes? Ou est-ce que ce sont tous les individus dès leur naissance? Première question plutôt facile. Je pense que vous avez toutes et tous la réponse. Oui, tout à fait. C'est bien la réponse 3. Bien joué. En effet. Et on verra ensuite un peu plus en détail ce qui caractérise les droits humains. Deuxième question. Selon vous, laquelle de ces propositions n'est pas un droit humain fondamental? Est-ce que c'est le droit à l'éducation, le droit de réserve ou le droit de former des syndicats? Alors là, les réponses sont un peu plus hétérogènes. On a principalement droit de réserve, on a quelques droits de former des syndicats. Et alors, la bonne réponse, c'est le droit de réserve. Vous verrez que le droit de former des syndicats, ou plus globalement le droit à la négociation collective et à la réunion entre salariés est un droit fondamental qui est justement inscrit dans plusieurs textes internationaux. Et enfin, dernière petite question sur ce sujet. Est-ce que, selon vous, un individu peut perdre ses droits humains fondamentaux? Est-ce que vous pensez que c'est le cas et ça arrive assez fréquemment? Est-ce que vous pensez que c'est uniquement le cas s'il a commis une faute grave? Ou est-ce que vous pensez que dans aucun cas, un individu ne peut perdre ses droits fondamentaux? Alors là, plutôt un consensus sur la réponse 3. Et en effet, un individu ne peut pas perdre ses droits fondamentaux et on verra aussi que c'est un élément caractéristique du concept de droit humain. Voilà, quelques questions pour introduire le sujet. C'est intéressant de voir que vous avez une bonne connaissance, en tout cas des bases des droits humains. Et on va tout de suite rentrer un peu plus dans le détail. Il y aura une première partie plutôt théorique. On va expliquer le concept, on va expliquer le rôle de l'entreprise sur ce sujet. Et une deuxième partie plus pratique avec les actions clés à mettre en place sur cette thématique.
Alors, hop. Donc, première petite diapositive sur le concept de droit humain. En fait, on désigne couramment par le terme droit humain l'ensemble des droits inhérents à la personne humaine, donc à tout citoyen, quel que soit son pays. Et ce concept reconnaît que tout être humain peut se prévaloir de ses droits fondamentaux et qu'il ne faut pas les entraver. Donc, il y a plusieurs caractéristiques au concept de droit humain. Ils sont universels, c'est-à-dire qu'ils concernent l'ensemble des individus sur Terre. Ils sont indivisibles, ça veut dire que tous les droits humains doivent être respectés. Ils sont interdépendants, c'est-à-dire que si un acteur, une entreprise, un État a des effets positifs sur un droit humain, les effets seront également positifs sur les autres. Et inversement, si un acteur a des effets négatifs sur un droit humain, il est probable qu'il y ait également des effets négatifs sur d'autres droits humains. Et ils sont inaliénables, ça veut dire qu'aucun individu ne peut les perdre, et également qu'aucun individu ne peut renoncer à ses droits fondamentaux. Cette session, vous le verrez, sera intéressante parce que dans le cadre de cette thématique, nous verrons que les entreprises peuvent avoir des incidences négatives, positives parfois également, sur les droits humains. Et donc, nous allons voir par quel biais et comment les traiter. Petite question que je vous pose, est-ce que vous avez des exemples de droits humains fondamentaux que vous connaissez? Et on verra un peu ensuite quelques exemples justement. Il y en a beaucoup, donc vous pouvez y aller. Alors, la liberté d'expression, en effet. Euh, L'éducation, oui. Le travail, oui. En effet, les bonnes conditions de travail, donc pas de travail forcé. Liberté de mouvement. Le droit à la non-discrimination, donc qui englobe l'égalité femmes-hommes. Droit à la santé. Ouais. Il y a beaucoup de droits. Vous allez voir, je vais vous en donner quelques exemples, mais je vous mets également les sources qui, qui en fait liste l'ensemble des droits humains fondamentaux. Il n'y a pas de liste exhaustive, il y a plutôt des sources sur lesquelles se référer. Et ce que je vous invite à faire, c'est si vous souhaitez connaître les droits humains considérés au minimum dans le cadre de vos entreprises, c'est de consulter la Charte internationale des droits de l'homme et la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux de l'OIT. Ce sont deux textes reconnus à l'échelle internationale qui fournissent un ensemble de droits qu'il est à minima sur lequel il est à minima invité à agir. Et vous verrez comment on fera. Et voilà, quelques exemples de droits humains tout de suite que je vous cite. Il y a le droit à l'éducation, vous l'avez dit, le droit à la liberté de pensée et de religion, le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination, donc qui englobe beaucoup de sujets, y compris l'égalité femmes-hommes. Et voilà, il y a un droit plus spécifique d'ailleurs, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à des conditions de travail justes et favorables, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le droit de former des syndicats, on le retrouve ici. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pourrez donc, comme je disais, aller consulter directement la Charte internationale des droits de l'homme et la déclaration de l'OIT. Une mise en situation directement pour voir comment l'entreprise peut avoir des impacts négatifs sur ses droits. Ça arrive parfois. Il y a des cas, et on va le voir, où les activités de l'entreprise, directes et indirectes, rentrent en contradiction avec les droits humains. Donc voilà, on a pris quelques exemples pour vous illustrer directement ce concept. Exemple assez classique, lorsque des travailleurs sont exposés à des conditions de travail dangereuses sans disposer d'équipements de sécurité appropriés. Deuxième exemple, lorsqu'il existe une tendance à long terme à ne pas embaucher, soutenir et promouvoir du personnel senior, par exemple. Donc là, ça remet en cause le droit à la non-discrimination de ces candidats. Troisième exemple, lorsque des effluents nocifs, qui pris isolément ne seraient pas dangereux, mais dont l'effet cumulé, notamment avec d'autres rejets d'usines, peut entraîner une pollution et qui pourrait mettre en péril l'écosystème local, la potabilité de l'eau, etc. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'entreprise, de par son impact direct, ne va pas forcément violer le droit humain des personnes et de l'écosystème, mais elle va y contribuer. Et en fait, ce que vous verrez, c'est tout au long de cette session, il y aura certains cas où l'entreprise va directement contribuer à la violation du droit humain ou au risque de violation des droits humains. Par exemple, lorsqu'elle a une activité qu'elle opère et lorsque ce sont des risques qui sont associés à ses propres salariés. Et parfois, elle va contribuer au risque lorsque c'est, par exemple, les salariés de ses sous-traitants, de ses fournisseurs qui ont leurs droits remis en cause. Donc, il y a vraiment ces deux facettes-là. En tant que PME, je vous donnerai quelques conseils également. Il est évident qu'il est plus simple, en premier lieu, de traiter les droits sur lesquels l'entreprise a un levier, un pouvoir d'action direct.
mais il faut bien prendre aussi en compte et à minima identifier les risques dans sa chaîne de valeur, auquel cas l'entreprise pourrait contribuer sinon à certaines violations des droits humains. On verra comment faire également avec quelques conseils très pragmatiques pour des entreprises de petite et moyenne taille. Les enjeux et les risques des entreprises dans le cadre de cette thématique sont très nombreux. Il y a une responsabilité morale, tout d'abord. C'est un argument et un facteur assez classique, mais il est clair que je pense qu'aucun dirigeant ne souhaite fonder la réussite de son entreprise sur la violation des droits humains et des droits humains d'autrui. Donc voilà, ça c'est un argument qui revient assez souvent, notamment dans des PME, avec l'envie et la responsabilité du dirigeant, de la dirigeante, de respecter les droits humains de ses salariés, mais aussi de sa chaîne de valeur. Il y a des enjeux légaux qui sont d'ailleurs de plus en plus prégnants, avec certaines directives, certains règlements, certaines lois qui vont encadrer les mesures à mettre en place dans le cadre des droits humains. On avait parlé en première session de la loi sur le devoir de vigilance, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est une loi qui va obliger les entreprises françaises au-delà de 5000 salariés basés en France de mettre à jour et d'appliquer un plan de vigilance. Ça avait été mis en place, si vous vous en souvenez, à la suite du drame du Rana Plaza, notamment, où on avait bien vu que les sous-traitants de grandes entreprises occidentales, parfois, ne respectaient pas des conditions de travail décentes et il y avait un gros risque de violation des droits humains des salariés, des effectifs dans ces pays-là. Voilà, cette loi sur le devoir de vigilance, elle demande aux entreprises d'identifier les risques en matière de droits de l'homme, également en matière d'environnement et de pollution, dans les propres opérations de l'entreprise et dans sa chaîne de valeur, avec ses relations commerciales établies, de mettre en place des actions pour réduire ces risques et de tenir un plan de vigilance à jour et public. Donc, il y a vraiment un cadre réglementaire qui se structure, qui se renforce. Le devoir de vigilance va être établi dans l'ensemble des pays de l'Union européenne également dans les années à venir. Et donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Vous ne serez potentiellement et probablement pas concerné directement par ces obligations parce que vous êtes en dessous des seuils, mais il est fort probable que vos donneurs d'ordre, que vos clients grands comptes vous demandent des informations, vous demandent de mettre en place des actions dans le cadre de ces obligations légales. Donc, c'est aussi intéressant de l'avoir en tête. Troisièmement, des risques opérationnels. Là, c'est aussi plutôt clair. Si vous avez un risque d'accident du travail dans votre usine, si le risque advient, ça peut mettre en pause la chaîne de production. Donc, très clairement, ça peut fragiliser votre activité commerciale. Je pense que c'est assez clair dans les propres opérations de l'entreprise, mais aussi dans votre chaîne de valeur et de sous-traitance potentielle. Si un de vos sous-traitants, un de vos fournisseurs a un risque identique, ça peut aussi fragiliser les relations que vous avez avec lui et sa capacité à vous fournir. Des risques réputationnels, c'est l'un des arguments qui revient le plus souvent sur cette thématique. Si si l'information devient publique, il devient public si le fait que vous fassiez travailler des enfants, par exemple, que vous ayez recours au travail forcé, que vous ayez des risques de violation des droits de l'homme dans vos propres opérations, dans votre chaîne de valeur, ça peut être un risque réputationnel très élevé. On l'a vu de temps en temps, notamment avec des grandes entreprises, dans le cas du Rana Plaza, par exemple, mais également plus récemment avec du travail forcé dans certains champs et plantations. Et dernier risque, c'est le risque financier, qui peut soit être lié au risque réputationnel, avec des ventes qui pourraient décroître et diminuer, soit être lié aussi avec les risques opérationnels, avec l'activité qui pourrait se fragiliser, soit être également lié avec les risques légaux, avec certaines amendes qui pourraient advenir. Donc voilà, l'ensemble des enjeux et des risques auxquels vous êtes exposés, et on verra justement comment les minimiser en prenant en compte le respect des droits de l'homme dans votre démarche RSE. Je rebondis juste sur le premier aspect, l'aspect moral, éthique, et également sur l'aspect réputationnel, en vous rappelant que dans le cadre de votre engagement au sein du Pacte mondial, il y a des principes relatifs aux droits de l'homme. Donc, ce sont les principes 1 et 2. Donc, promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme et veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme, notamment avec ses relations commerciales. Il y a également des principes relatifs aux droits du travail. Donc, respecter la liberté d'association et reconnaître le droit de négociation collective, contribuer à l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire et contribuer à l'abolition effective du travail des enfants et à toute discrimination en matière d'emploi. Donc, vous êtes engagé en tant qu'entreprise à respecter ces principes. C'est un engagement éthique, moral, mais également réputationnel. Et donc, voilà, on verra comment les mettre en œuvre. Vous verrez que toute la suite de ma présentation se base sur un texte fondateur et fondamental. C'est les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies.
Ça a été élaboré par John Ruggie et ça a été adopté par le Haut Commissariat aux droits de l'homme aux Nations Unies en 2011. Et c'est un texte très bien fait, assez pragmatique, assez orienté action, qui va expliquer les responsabilités des États sur la thématique des droits de l'homme, également les responsabilités des entreprises et ce qu'il est attendu d'elles dans le cadre d'une démarche de responsabilité notamment. Donc, les entreprises, dans ce texte, c'est assez clair, on les engage et on les invite à respecter les droits humains. Et cela signifie qu'elles devraient éviter de porter atteinte aux droits humains d'autrui et essayer de remédier aux incidences négatives sur les droits humains liés à leurs activités. Je vois qu'il y a peut-être une question. Non, super. Donc voilà, ce que ça implique concrètement, c'est qu'elles évitent d'avoir des incidences négatives sur les droits humains d'autrui ou d'y contribuer par leurs propres activités et qu'elles y remédient avec des actions, on verra comment faire, et qu'elles s'efforcent de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives sur les droits humains qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales. Donc là, c'est l'aspect chaîne de valeur, comme on l'a vu un peu plus tôt, même si elles n'ont pas directement contribué à ces incidences. Je vous invite vraiment, si vous souhaitez creuser le sujet, à aller consulter ce guide. C'est assez rapide à lire, notamment la partie entreprise qui doit faire une vingtaine de pages maximum. Et c'est assez bien écrit. Donc, sur les principes généraux, je vois qu'il y a une petite question. Je suis surprise du fait que ce site soit si récent. Il n'y avait rien avant. Alors, très bonne question. Avant, on le verrait qu'il y avait d'autres principes qui offraient des recommandations aux entreprises sur les sujets des droits humains, du travail. Il y avait la déclaration tripartite de l'OIT notamment. Il y avait le pacte mondial aussi avec ses recommandations et ses principes. Il y avait aussi la déclaration de l'OCDE. Je vous donnerai accès à ces guides juste après. Mais en effet, le texte est assez récent. Et parce que ça a demandé beaucoup de travail de préparation, c'est plusieurs années de travail qui ont été nécessaires à John Ruggie pour élaborer ce texte. Ça demandait aussi un consensus au niveau des États. Pour la faire, pour raconter l'histoire assez courte, en fait, il y a des négociations aux Nations Unies depuis les années 70-80 sur l'encadrement des entreprises, notamment multinationales, avec l'intégration aussi de la thématique droits de l'homme dans les années 80-90. Et en fait, ce qui a freiné l'avancée de ces travaux, c'est le manque de consensus au niveau des États. Donc, on aurait potentiellement pu avoir des textes plus tôt, mais la volonté politique n'était pas forcément très présente. Donc, c'est vrai que c'est assez récent. Il aurait pu y avoir des choses avant, mais voilà, pour la faire courte. Donc, afin de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de respect des droits humains, ce guide, justement, donne plusieurs recommandations aux entreprises. Et les entreprises devraient avoir en place des politiques, des procédures en rapport avec leur taille et leurs particularités. Ça, c'est très clair dans le guide et c'est rédigé en toutes lettres. Il n'est pas attendu le même niveau d'action, la même implication, notamment en termes de ressources humaines et financières des grandes entreprises et des PME, c'est évident. Et voilà, quelques conseils, quelques recommandations qui sont centrales dans ce guide et qu'on va justement détailler juste après. Premièrement, il est attendu de l'entreprise qu'elle élabore et qu'elle diffuse publiquement une déclaration qui va énoncer ses engagements à respecter ses droits de l'homme. Et donc voilà, ses engagements, ses attentes aussi en fonction de ses collaborations commerciales et quelques objectifs aussi qu'elle se fixe. Deuxièmement, il est attendu de l'entreprise qu'elle identifie et qu'elle prévienne les risques de violation des droits humains dans ses propres opérations et dans sa chaîne de valeur, y compris chez ses fournisseurs. Et troisièmement, il est attendu de l'entreprise qu'elle mette en place un mécanisme de recours, d'alerte, pour permettre à ses parties prenantes de remonter anonymement des alertes pour justement l'informer de risques potentiels en matière de droits humains. Donc voilà les trois grands axes de recommandation du rapport, des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. On va les détailler un à un, mais en fait voilà ce qu'il faut retenir et voilà ce qu'il est attendu des entreprises dans le cadre de leur respect, enfin dans le cadre de leur responsabilité à respecter les droits humains. Pour information, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. On appelle ce processus la diligence raisonnable en matière de droits humains. Voilà, c'est peut-être un terme que vous entendrez dans les années à venir, notamment dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance au niveau européen. Ce qu'il faut savoir, donc si on rentre un peu plus dans le détail du devoir de diligence raisonnable en matière de droits humains, c'est que c'est cadré justement par ces grands textes internationaux qui sont les principes directeurs des Nations Unies, qui sont les principes directeurs de l'OCDE. Et il y a 4 étapes clés sur lesquelles agir. C'est évaluer donc, à quel risque l'entreprise est liée, sur lesquels devrait-elle se concentrer. Il y a une hiérarchisation des risques qui est importante à être effectuée. Deuxièmement, c'est interagir et agir. Donc, quelles actions, quelles mesures doivent être mises en place
pour réduire ces risques. Troisièmement, c'est accompagner. C'est justement se poser la question de savoir si les actions, les mesures fonctionnent. Quatrièmement, c'est communiquer. C'est faire preuve de transparence sur les risques, sur les mesures mises en place et sur le suivi des progrès. Et il y a un axe plus transversal, c'est engager ses parties prenantes. Donc, encore une fois, et ça, c'est une recommandation constante que je vous donne depuis le début de cet accélérateur, c'est réfléchir à ces sujets en impliquant vos fournisseurs, vos salariés, les syndicats, et en répondant également à leurs attentes. Donc, premier axe et premier pilier, c'est la déclaration d'engagement. Donc, l'idée de cette action, c'est en fait de formaliser un document où l'entreprise va énoncer publiquement ses responsabilités, ses engagements et ses attentes. Une déclaration d'engagement en matière de durabilité, on l'avait vu en première session, mais quelques rappels, devrait être approuvée au plus haut niveau de l'entreprise. Il faudrait qu'il y ait l'engagement du dirigeant, de la dirigeante ou du conseil d'administration, par exemple. Il faudrait qu'elle énonce ce que l'entreprise attend du personnel, des partenaires commerciaux et d'autres partenaires liés à ces activités dans les domaines des droits humains dans le cas présent. Il faudrait qu'elle soit publique et qu'elle fasse l'objet d'une communication interne et externe, notamment auprès des partenaires commerciaux et notamment auprès des fournisseurs. Et il faudrait qu'elle soit évidemment reprise dans les politiques et procédures opérationnelles afin d'être opérationnalisée, incorporée d'un bout à l'autre de l'entreprise. Si ça reste flottant et hors sol, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense que vous en convenez tout à fait. Donc, quelques conseils qu'on avait déjà vus aux sessions 2, je crois, de mémoire pour la déclaration d'engagement général que l'entreprise peut avoir. Je le souligne tout de suite, il est clair que dans des grandes entreprises, on va avoir des déclarations d'engagement ou des politiques d'engagement sur les droits de l'homme, sur l'environnement, sur la corruption, une politique générale, etc. Il est évident que dans des petites entreprises, il peut y avoir une déclaration d'engagement unique qui concerne tous ces sujets. Si vous n'avez pas la possibilité, les moyens, le temps d'en faire plusieurs, vous pouvez tout à fait condenser vos différentes responsabilités, engagements et attentes dans un document unique. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est d'ailleurs peut-être ce que vous faites déjà. Donc, quelques rappels sur les ressources qu'il est pertinent d'utiliser pour cette déclaration d'engagement, notamment en matière de droits humains. Donc, on retrouve logiquement nos principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme donc des Nations Unies. On retrouve également les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des affaires. Ça, pour rebondir sur la question qui a été posée, c'est assez intéressant. C'est un texte qui date de 1974, mais la partie sur les droits de l'homme et sur les droits du travail n'ont été incorporés que dans les années 90. Donc, il y a eu aussi un peu de latence avant que ce sujet soit identifié comme prioritaire au niveau des entreprises. Troisième document important, c'est la déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. C'est un document qui découle de l'OIT et qui fournit beaucoup de recommandations en matière de droits humains et en matière de droit du travail. Donc, je vous recommande aussi vivement de le consulter. On a le 10 principes des Nations Unies, du Pacte mondial des Nations Unies, qu'on trouve aussi logiquement, avec les 6 premiers principes qui concernent les droits de l'homme et du travail. Et on a toujours les principes d'autonomisation des femmes, les Women's Empowerment Principles, qui fournissent des recommandations en matière d'égalité femmes-hommes, un sujet plus spécifique, mais qui peut être aussi pertinent à incorporer dans vos déclarations d'engagement. Voilà pour le premier axe sur la déclaration d'engagement. L'idée, c'est d'avoir un document formalisé, unique, qui peut comporter d'autres parties sur d'autres thématiques, évidemment, si vous souhaitez avoir un seul document dans votre entreprise, et donc qui va lister vos engagements, vos attentes, parfois vos objectifs également, et qu'il est pertinent de transmettre, de communiquer en externe, et donc d'envoyer à vos partenaires commerciaux, à vos fournisseurs, etc., à vos clients, pourquoi pas également. Le deuxième axe, c'est avec l'identification des risques. Ça, c'est une partie complexe du sujet qui va demander, vous allez voir, du temps de travail, un accompagnement parfois d'un prestataire extérieur, une consultation pour sûr d'acteurs extérieurs et qu'il est nécessaire de vraiment bien faire parce que c'est ce qui va fonder l'ensemble des démarches qui vont suivre. En fait, il va être demandé à l'entreprise d'identifier, donc voilà, comme je l'ai dit, si possible en intégrant des expertises et des parties prenantes extérieures à l'entreprise, les risques de violation des droits humains dans leurs activités et dans leur chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, on verra juste après ce que ça concerne.
mais c'est l'idée de ne pas limiter l'identification des risques aux propres opérations de l'entreprise, mais aussi d'aller identifier les risques chez ses fournisseurs, chez ses distributeurs, au niveau de la livraison, au niveau de la consommation finale du produit, etc. C'est un exercice, et on en a tout à fait conscience, qui est très délicat, très difficile, très complexe, y compris chez des très grandes entreprises. Et donc, comme je le disais juste avant, les efforts que vous allez mettre doivent être, en tout cas, il est recommandé qu'ils soient proportionnels à la taille de votre entreprise. On ne va pas attendre le même niveau et la même qualité d'identification des risques chez une PME vis-à-vis d'une entreprise comme L'Oréal, par exemple. Il est évident, enfin, cela est évident. Donc, ce processus sera plus ou moins complexe, c'est ce que je viens de dire, suivant la taille de l'entreprise, suivant les risques graves d'incidence sur les droits humains, la nature et le cadre d'activité de l'entreprise. Exemple typique, si vous avez 100% de vos activités, de votre chaîne de valeur en France, a priori, et encore une fois, c'est une supposition, il y aura quand même un exercice d'identification des risques à faire, mais a priori, vous aurez moins de risques sur ce sujet que si vous avez une chaîne de valeur très complexe, très disparate, hétérogène, avec des activités dans de nombreux pays et sur de nombreuses gammes de produits. Donc, remarque que j'ai déjà énoncé tout à l'heure, mais que je remets ici. Pour connaître les droits humains sur lesquels réaliser cette analyse de risque, il faut à minimum regarder la Charte internationale des droits de l'homme et la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux de l'OIT. Donc, pour le champ d'application, c'est aussi un enjeu clé. En fait, c'est savoir où votre responsabilité s'arrête. Et comme je le disais à l'instant, compte tenu de l'ampleur et de la complexité des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur actuelles, il est important de choisir, de sélectionner, d'identifier les activités de la chaîne de valeur qui représentent les risques les plus graves et sur lesquels l'entreprise est susceptible d'avoir le plus d'impact. Ça, c'est une recommandation clé que je formule. Et ça implique de cartographier votre chaîne d'approvisionnement en premier lieu. Ça veut dire d'identifier les activités qui font que vous allez pouvoir, in fine, fournir un produit ou un service au client final. Ça implique beaucoup d'activités, d'approvisionnement des matières premières, de fabrication, de stockage, de livraison, de consommation, de recyclage, de fin de vie du produit. Et l'idée, c'est justement de cartographier toutes ces activités pour votre entreprise et ensuite d'identifier pour chaque activité quels sont les risques associés. Donc, vous pouvez tout à fait faire ce travail dans le cadre des droits humains et c'est tout l'enjeu de la session. Ce que je vous invite à faire, c'est également de faire ce travail dans le cadre d'autres risques. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Une fois que vous avez identifié les activités de votre chaîne de valeur, vous pouvez y associer les risques en matière de droits humains, en matière environnementaux, en matière de corruption. Et comme ça fait encore une fois d'une pierre deux coups. Donc voilà, les entreprises doivent, pour ce faire, s'assurer qu'elles disposent des connaissances de base nécessaires pour savoir où elles en sont et qui sont leurs fournisseurs dans leur chaîne d'approvisionnement. Et en particulier, comprendre autant que possible leur chaîne de valeur au-delà du rang 1. Ça, c'est aussi un énorme enjeu qui est très complexe, on en convient tout à fait. Vous avez, je pense, une bonne connaissance de vos fournisseurs de rang 1, donc des fournisseurs avec lesquels vous avez un contrat, mais très certainement qu'au-delà, c'est un peu plus complexe. Et en fait, ce qu'il est attendu des entreprises, c'est d'essayer, encore une fois, dans la mesure du possible, d'aller au-delà du rang 1, donc d'identifier les facteurs de risque, y compris chez les fournisseurs des fournisseurs, des sous-traitants des fournisseurs de fournisseurs, etc. Voilà, vraiment d'avoir une logique accès risque plutôt que accès rang. Deuxième conseil, c'est de prioriser vos activités et vos risques dans votre chaîne de valeur. En fait, vous allez voir assez rapidement que vous n'allez pas avoir les mêmes niveaux de risque pour toutes vos activités. Il y a des activités qui vont présenter très peu de facteurs de risque et d'autres énormément. Donc l'idée, c'est justement de prioriser vos niveaux de risque et les activités associées. Donc voilà, je me répète encore une fois, mais c'est un travail très complexe qui va demander pas mal de réflexion de votre côté, qui va demander potentiellement un accompagnement extérieur, qui va demander de consulter des parties prenantes et d'impliquer en tout cas le maximum de salariés dans votre entreprise pour avoir une vision globale de votre chaîne de valeur. Mais une fois qu'on a fait cet exercice, vous verrez que c'est beaucoup plus simple ensuite sur les sujets des droits humains, mais aussi sur le sujet de la décarbonation, notamment dans le cadre du Scope 3, et sur le sujet de la lutte contre la corruption notamment. Un outil qui est crucial, on l'avait déjà vu dans la session 2, mais je le remets ici, c'est la matrice des risques ou la cartographie des risques. C'est essentiel pour hiérarchiser ces risques en fonction à gauche, excusez-moi, de la criticité. Donc, est-ce que le risque est grave, critique, catastrophique, significatif ou limité? Et en fonction également de la probabilité, de la fréquence, est-ce qu'il est rare, improbable, possible ou fréquent? Et ça va vous permettre justement de hiérarchiser de façon plus objective vos différents risques.
L'idée, si vous êtes une PME et donc encore une fois avec des ressources limitées, c'est en premier lieu d'adresser, donc de mettre en œuvre des actions pour limiter les risques les plus graves et les plus fréquents. On en convient, j'imagine. Alors, je vois, existe-t-il des outils existants? En effet, il existe beaucoup d'outils pour justement vous aider à réaliser cette cartographie des risques et je vous les présente juste après. Donc, pour prévenir les risques, ça, c'est l'étape suivante. C'est justement quelles actions sont nécessaires à mettre en place, en tout cas quelle approche est pertinente par rapport aux différents niveaux de risque identifiés. Donc, lorsque l'entreprise cause ou peut causer une incidence négative sur les droits humains, il est attendu qu'elle mette en place des mesures pour prévenir ces risques ou pour les faire cesser si le risque est devenu réalité. Pour ce faire, c'est encore une fois basé sur les principes directeurs des Nations Unies. Il y a plusieurs approches à adopter que je présente tout de suite. Donc, première approche et premier cas de figure, c'est si vous avez le pouvoir de prévenir ou d'atténuer directement l'incidence négative. Je vous prends un exemple très concret. Vous identifiez un risque de santé-sécurité pour vos salariés dans votre usine. Vous avez a priori la capacité de leur donner un équipement de sécurité. Exemple assez concret, assez fréquent. Donc, l'entreprise doit exercer son pouvoir pour prévenir et ou atténuer l'incidence négative. Donc, ça peut être de la formation, ça peut être des audits, ça peut être des nouveaux processus, ça peut être des clauses, ça peut être fournir un équipement, par exemple. Ça, c'est un cas assez classique. Et voilà. Il est attendu de votre part que vous essayiez d'atténuer le risque directement. Cas numéro 2, c'est si vous n'avez pas le pouvoir de prévenir ou d'atténuer le risque ou l'incidence négative, mais qu'il existe des moyens pour arriver à cet objectif. Donc là, il est attendu de votre part que vous euh, fassiez levier sur ce qu'on appelle l'influence. Euh, et en fait, ça implique beaucoup de choses. Ça peut être proposer d'accompagner un fournisseur, donc vous n'avez pas directement la maîtrise du risque parce que c'est chez votre fournisseur, mais vous proposez de l'accompagner pour justement réduire ce risque. Ça peut être également collaborer avec d'autres entreprises de votre secteur, avec votre fédération professionnelle par exemple, afin de prévenir ou d'atténuer les risques, non pas directement, mais de façon collective et globale. Ça, c'est un cas qui arrive aussi assez souvent, et notamment pour des PME. En fait, c'est assez fréquent où vous allez vous retrouver dans une situation où vous avez un fournisseur qui va présenter un niveau de risque de travail forcé, de travail des enfants, par exemple. Vous n'allez pas avoir directement le levier d'action pour faire changer les pratiques de ce fournisseur, mais potentiellement, en travaillant avec votre fédération professionnelle, ça peut être envisageable. Donc, c'est un cas qui est intéressant à garder en tête et qui arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et dernier cas, qui arrive aussi de temps en temps, c'est lorsque vous n'avez pas le pouvoir de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives et qu'il n'y a aucun moyen justement pour arriver à cet objectif, y compris par des approches sectorielles collectives par exemple. Donc là, en fait, ce qu'il est recommandé, encore une fois dans les principes directeurs des Nations Unies, c'est de mettre un terme à la relation commerciale avec une grosse limite qui est justement de prendre en compte les conséquences d'une telle décision. Et là, il y a plusieurs questions à se poser. Premièrement, il faut bien envisager les conséquences de la mise, enfin la fin de la relation commerciale. Par exemple, il faut vous demander si il existe une alternative au fournisseur qui a recours au travail forcé, a recours au travail des enfants. S'il en existe une à tarif équivalent, bon, vous êtes vivement encouragé à changer de fournisseur. S'il n'existe pas d'alternative à l'offre actuelle, en fait, il vous est recommandé, premièrement, de bien faire acte d'identification des risques, de faire preuve de transparence en expliquant le risque que vous avez identifié, et également de faire preuve de transparence en expliquant pourquoi vous ne pouvez pas mettre un terme à la relation commerciale. Dès lors que vous avez identifié le risque et que vous avez mis en place une approche comme je viens de l'expliquer, c'est raccord avec les principes directeurs des Nations Unies. S'il n'existe pas d'alternative, et si ça peut mettre aussi comment dire, en difficulté les salariés de l'entreprise en question, je vous prends un exemple très concret aussi. Si vous identifiez chez vos fournisseurs du travail des enfants, mais en discutant avec certaines ONG, associations locales, on vous explique que si vous rompez le contrat avec votre fournisseur, tous ces enfants vont se retrouver à la rue, sans emploi. Ça peut être aussi délicat de rompre ce contrat. Voilà, toujours avoir un temps de réflexion sur les conséquences d'une telle action, en prenant en compte et en considération des avis d'experts, des rapports d'ONG, des rapports d'associations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un cas où votre fournisseur a recours au travail forcé, a recours au travail des enfants, ou plus globalement, il y a un risque de violation des droits humains. La solution qui peut paraître évidente a priori, qui est de mettre un terme à la relation commerciale, n'est pas forcément la plus appropriée. Donc voilà, donc les trois cas de figure sont présentés ici.
Et ça peut, je pense, être vraiment des lignes directrices et des lignes de conduite que vous pouvez utiliser dans vos organisations pour mieux gérer vos niveaux de risque et pour mieux gérer aussi les actions qui en découlent. Autre mesure qu'il est intéressant et recommandé de mettre en place, c'est le dispositif d'alerte. Ça, je pense que vous avez plutôt une connaissance assez fine du dispositif qui est notamment demandé dans le cadre de certaines réglementations en matière de lutte contre la corruption, notamment la loi Sapin 2. Là, dans le cadre des droits humains, il est recommandé, il est demandé de mettre en place un mécanisme de recours, d'alerte. On peut aussi parfois appeler ça un mécanisme de réclamation qui permet aux salariés et plus largement aux parties prenantes de remonter à l'entreprise anonymement des alertes. Le mécanisme d'alerte, il assure deux grandes fonctions. Premièrement, il vous permet de mieux connaître vos risques. En fait, si vous obtenez une alerte, vous allez pouvoir justement avoir des informations sur certains risques que vous n'avez potentiellement pas identifiés a priori. Et deuxièmement, ça vous permet d'y remédier. Ça vous permet justement assez rapidement, en tout cas, on l'espère, et en tout cas, il est attendu de votre part un tel comportement, de prendre en compte cette alerte et de réduire le niveau de risque ou de remédier à l'incidence négative. Voilà, c'est un dispositif important qui peut être tout à fait consolidé avec d'autres mécanismes d'alerte déjà existants. Si vous avez déjà un dispositif d'alerte en matière de corruption, vous pouvez tout à fait expliquer à vos salariés, à vos parties prenantes, que ce dispositif peut permettre de remonter des alertes sur le sujet de la corruption, mais également des droits de l'homme, et également sur des sujets en lien avec l'environnement. C'est tout à fait envisageable, c'est d'ailleurs recommandé pour des entreprises de petite et moyenne taille. Alors, je vois une question assez intéressante. Comment mettre en place un mécanisme d'alerte dans une très petite entreprise? Car c'est souvent justement le gérant qui est interlocuteur, donc partiel, tout à fait. Je donne des recommandations pour les très petites entreprises juste après, mais c'est en effet un cas de figure qu'on retrouve très souvent. On parle des fournisseurs, mais qu'en est-il des clients? Si on a jusqu'à présent évité certaines ventes pour ne pas fournir l'industrie de l'armement, mais qu'on est confronté à la diminution drastique du chiffre d'affaires sur des secteurs et des clients habituels. C'est une très bonne remarque et un bon cas pratique. Si vous avez pris les engagements de ne pas fournir, de ne pas faire affaire avec certains secteurs d'activité, mais que, en effet, par rapport au contexte économique, cet engagement est potentiellement remis en cause. Encore une fois, ce que je vous recommande, c'est de fonder votre approche sur les principes directeurs des Nations Unies, donc d'identifier le niveau de risque associé à vos clients, de mettre en place, ou en tout cas d'avoir connaissance des actions qui pourraient être utilisées et intéressantes pour réduire ce niveau de risque, et en dernier lieu, d'assumer votre approche. Vous pouvez tout à fait expliquer, comme vous venez de l'expliquer, le contexte dans votre rapport annuel. Encore une fois, tant que vous faites preuve de transparence, vous êtes raccord avec les recommandations. Comment se déroulent les enquêtes à la suite des alertes? Quels moyens sont engagés lorsque les remontées sont anonymes? Y a-t-il des organisations spécialisées dans le traitement des alertes? Alors, trois bonnes questions. Alors, comment se déroulent les enquêtes à la suite des alertes? Alors, ce qu'il est recommandé de faire, et là, je pourrais vous mettre en lien si vous le souhaitez avec ma collègue Aline Bardot qui a la casquette droit humain chez nous, c'est justement d'aller enquêter sur les alertes remontées. Donc, lorsque vous élaborez votre dispositif d'alerte, ça doit être anonyme, mais il est demandé aux lanceurs d'alerte de fournir des informations qui permettent d'enquêter. Donc, il doit être demandé aux lanceurs d'alerte de fournir des informations contextuelles. Quel est le risque associé? Où est-ce qu'il a eu lieu? Quelle est l'occurrence du risque, etc. Ou en tout cas de l'instance négative, pour ensuite avoir les éléments nécessaires pour aller enquêter derrière. Sur les moyens à engager lorsque les remontées sont anonymes, c'est justement de demander des éléments contextuels qui vous permettent d'enquêter. Et il y a en effet des organismes spécialisés dans le traitement des alertes qui vous permettent d'externaliser cette activité. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrais vous mettre en relation avec Eline Bardot qui a très certainement des recommandations à vous fournir. Alors, sur le cas de la très petite entreprise, je vais y revenir juste après. Et voilà, Julien, en effet, on peut tout à fait externaliser ce dispositif. En effet. Donc voilà, quelques conseils. D'abord, une vue d'ensemble de ce qu'on vient de voir sur les trois piliers, donc sur la déclaration d'engagement, sur l'identification, la hiérarchisation et la prévention des risques, et sur le mécanisme d'alerte. Il est clair, et ça a été rappelé juste avant, ou en tout cas en début de session, qu'on ne va pas attendre les mêmes engagements et les mêmes ressources mises en œuvre par une grande entreprise que par une PME. Donc, je vais vous donner des recommandations très concrètes pour des petites entreprises sur ces trois sujets. Sur la déclaration d'engagement, donc comme je disais, vous pouvez repartir de trames disponibles en ligne. Il en existe beaucoup. Vous pouvez nous écrire aussi, on pourra vous en recommander. Et vous pouvez tout à fait inclure la déclaration d'engagement, ou en tout cas la partie droits de l'homme, dans une déclaration plus générale.
comme on l'avait vu, non pas dans la session 4, mais dans la session numéro 2. Ça, c'est une recommandation que je vous donne. Ayez une politique unique si vous n'avez pas les ressources pour en avoir plusieurs. Et dans cette politique unique, adressez les sujets relatifs aux droits de l'homme, relatifs à l'environnement, relatifs à la lutte contre la corruption notamment. Deuxième axe, donc sur l'identification, la hiérarchisation et la prévention des risques, quelques conseils. Ce que je vous recommande, c'est de vous concentrer sur vos fournisseurs. Ça peut aussi être une approche pour les entreprises plus matures sur les clients et les distributeurs, mais je pense que le premier sujet à adresser, c'est les fournisseurs. Et concentrer d'abord vos efforts sur les fournisseurs donc les plus exposés et les risques de violation les plus graves. Pour ce faire, je vais vous montrer des ressources un peu après, mais il existe des guides, il existe des indicateurs pays et des indicateurs sectoriels qui vous permettent d'avoir des proxys, d'avoir des indications sur les fournisseurs avec lesquels vous faites affaire qui sont les plus exposés de par leur pays d'opération et sur les gammes de produits les plus exposés de par aussi les pays de production. Il est clair que si vous avez des activités en Asie du Sud-Est et dans d'autres pays sur des gammes de produits comme le textile, comme l'huile de palme, comme les minerais, bon, il y a des risques assez probablement à identifier. Et enfin, sur le mécanisme d'alerte, quelques conseils. Ça peut être, donc, comme je disais, comme je ne l'ai pas dit, mais ça peut être une adresse email qu'il est possible de contacter anonymement. Ça, on le voit dans beaucoup d'entreprises. Donc voilà, ça ne demande aucun investissement financier. Vous expliquez dans un document que vous diffusez ensuite en interne et en externe comment contacter cette adresse email anonymement, donc en proposant aux salariés, aux parties prenantes, soit d'avoir recours à, vous savez, les sites Internet qui permettent de générer des adresses email anonymes, soit en leur proposant de créer une adresse email générique via Gmail, par exemple, ou un autre moteur. Et en spécifiant les informations qui sont attendues, donc des éléments contextuels, quelle est la nature du risque ou de l'impact négatif, et des éléments qui vous permettent ensuite d'enquêter et de remédier à l'instance négative. Donc, je vois une question. Alors, l'existence d'un délégué du personnel peut-il être considéré comme un dispositif d'alerte? Alors, ça peut y contribuer, mais il faut, et c'est vraiment une recommandation qui est donnée dans beaucoup de lignes directrices internationales, qu'il y ait un mécanisme d'alerte qui soit appréhendable anonymement par les salariés et les parties prenantes. Donc, après, à voir qui va justement consulter cette boîte mail. Si vous êtes une toute petite entreprise, ça peut être le délégué du personnel. C'est à identifier en interne. Mais en effet, c'est important de voir qui consulte cette adresse mail. Je rebondis avec la question qui a été posée juste à l'instant. Si c'est le dirigeant de l'entreprise, ça peut être partial. Donc voilà, c'est intéressant, important d'avoir en effet quelqu'un, ou en tout cas plusieurs personnes peut-être qui ont accès à cette boîte mail. Alors, en effet, si c'est uniquement le délégué du personnel qui la consulte, ça revient au même, tout à fait. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plusieurs personnes qui puissent avoir accès à cette boîte mail pour rendre moins partial l'approche, éviter que certaines alertes soient édulcorées. Je vais vous proposer ensuite deux petites études de cas pour toujours rendre plus concret ces sujets. Une première étude de cas, c'est l'entreprise Prox, qui est une entreprise de 180 salariés qui fabrique des fournitures de bureaux. Donc, à la suite de plusieurs demandes de ses clients et pour assumer pleinement sa responsabilité, le dirigeant souhaite formaliser sa démarche en matière de droits humains. Et donc, pour ce faire, Prox va mettre en place une équipe avec plusieurs fonctions, plusieurs départements de l'entreprise, qui va se réunir avec des groupes de travail pour identifier les risques liés aux droits humains. Et on pourrait d'ailleurs ajouter pour identifier les risques liés à l'anticorruption et à la protection de l'environnement. Dans l'entreprise, donc dans ses propres opérations et chez ses fournisseurs, donc des risques tels que le risque de discrimination, de santé et sécurité au travail, de travail des enfants, etc., en se basant sur les documents que je vous ai fournis tout à l'heure. Et à la suite de cette identification et de cette analyse, Prox va élaborer une démarche qui va comprendre l'élaboration d'une déclaration d'engagement et d'un code de conduite qui sera transmis aux fournisseurs, la sensibilisation des salariés, notamment des RH et des acheteurs aux droits humains, des procédures d'entretien structurées pour éviter les discriminations pour les recrutements en interne, et la mise en place d'une adresse email pour collecter les alertes. Voilà. Une entreprise de taille intermédiaire, même de petite taille, 180 salariés, qui a identifié ces risques et qui a mis en place des actions pour les réduire et pour les contrôler. Deuxième étude de cas pour une entreprise encore plus petite, de 30 salariés,
qui fabrique des composants électroniques. Donc, c'est une gamme de produits très exposée au risque. Et donc, le dirigeant souhaite s'assurer que son entreprise respecte les droits humains. Donc, le dirigeant et quelques salariés vont réfléchir, encore une fois, dans le cadre d'ateliers, de groupes de travail, au risque de violation des droits humains dans leurs activités et dans leur chaîne de valeur, en commençant par leurs trois plus gros fournisseurs. L'entreprise NUM va prendre conscience que l'entreprise qui lui vend ses principaux matières premières a été suspectée de travail forcé. Donc là, c'est un risque de violation grave que l'entreprise a identifié. Donc, c'est déjà la première étape. C'est une bonne chose. Donc, comment elle va les gérer? Sur la base des résultats de l'analyse, l'entreprise va mettre en place des actions, prendre contact avec une organisation de la société civile, donc une association, une ONG, dans la région où se situe son fournisseur, et avec plusieurs autres entreprises du secteur qui se fournissent également dans la région, pour également en discuter. C'est important de partager les difficultés et de voir comment on peut aborder le sujet. Elle va réévaluer sa relation commerciale, donc elle va vraiment se poser la question s'il existe des alternatives ou non, si cette relation commerciale est indispensable à son activité ou non, et elle va élaborer et diffuser une déclaration d'engagement. Dans ce cas présent, NUM va estimer qu'il n'existe pas d'alternative à ce fournisseur parce que c'est une pièce électronique très spécifique et donc elle va publiquement énoncer l'identification des risques et la façon dont elle a approché ce sujet. Pour vous aider, donc, comme je disais en milieu de session, il existe beaucoup de ressources que j'avais déjà présentées dans une session précédente et que je vous invite à consulter. Donc, les principes directeurs de l'OCDE et de l'ONU, on les a déjà vus, et des indices qui vous permettent d'avoir des proxys pour identifier le niveau de risque en fonction de la gamme de produits et du pays. Donc, c'est vraiment des indices qui sont très précieux parce que ça vous permet de ne pas aller faire des audits individualisés dans chacune de vos entreprises. C'est une bonne chose, mais ça demande des ressources, des moyens, du temps. Vous n'avez potentiellement pas en entreprise. Là, avec des ressources gratuites, accessibles librement, vous allez pouvoir avoir une première vision des niveaux de risque de chacun de vos fournisseurs et gamme de produits. Donc voilà, on a des indices sur les droits dans le monde, on a des indices aussi de fair trade sur les droits fondamentaux, on a des indices aussi sur la corruption de Transparency International. Donc voilà, beaucoup d'indices qui peuvent être utiles pour vous. Il y a l'indice aussi de Walkthrough qui est bien fait sur l'esclavage moderne, et ça peut vous aider. Si vous avez besoin de plus d'informations, de plus de ressources, ou si vous avez une question spécifique sur ces sujets, je vous invite aussi à m'écrire si c'est un cas particulier à votre entreprise, et on pourra aussi y réfléchir avec ma collègue Lynn Bardot. Donc voilà, juste avant de prendre quelques questions sur les 10 minutes qu'il nous reste, pour la prochaine session, la thématique sera la lutte contre la corruption. On aura le plaisir de recevoir l'AFA, l'Agence française anticorruption. Ce sera le jeudi 12 décembre et on espère vous voir nombreux. Et on va tout de suite prendre quelques questions si vous en avez. Et en parallèle, je vais également mettre un petit sondage de satisfaction comme à chaque fois. N'hésitez pas à le remplir, ça nous est toujours très utile. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations sur ce qui a été dit? Est-ce que vous avez peut-être des difficultés propres à votre entreprise sur lesquelles vous souhaitez qu'on réfléchisse et qu'on qu'on aborde collectivement l'enjeu, l'approche sur les quelques minutes qui nous restent? Ou est-ce que c'était plutôt clair? Alors, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. On verra pendant l'atelier comment adapter tout ce qu'on a vu au niveau de votre entreprise. Et ce sera tout l'enjeu. Alors, peut-on s'appuyer sur des rapports de type SMETA, SMETA, de Pilar pour évaluer les fournisseurs à l'étranger sur le respect des droits de l'homme, notamment? Alors, je ne connais pas ce rapport. Je vais me noter les questions et je reviendrai vers vous, Marie. SEDEX non plus, je ne connais pas. Je demanderai à ma collègue Aline, qui connaît peut-être, et on reviendra vers vous aussi, Aude. D'accord, merci, Aude. Alors, mon entreprise est une société de conseil. Nous avons assez peu d'idées sur ce que nous pourrions faire sur ce sujet.
Alors, comme je l'ai dit, essayez d'appliquer les recommandations que j'ai données pendant cette session, donc de réfléchir à votre chaîne de valeur. Pour le cas d'une société de conseil, ça peut être assez rapide d'ailleurs, et d'identifier certains niveaux de risque, y compris dans vos propres opérations. Et c'est là où parfois les entreprises ont un peu de mal à aborder le sujet. Mais le respect des droits de l'homme, ça ne se limite pas à l'élimination du travail forcé, du travail des enfants chez des sous-traitants dans des pays exotiques. C'est aussi lutter contre les discriminations en interne au sein de ses propres opérations, garantir des bonnes conditions de travail, garantir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, etc. Et ça, c'est des sujets très concrets, très fréquents, notamment dans des sociétés de conseil, par exemple. Alors, Nathalie, oui, on pourra vous envoyer dans le mail récapitulatif des exemples de déclarations qu'on trouve bien structurées. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette session. Dernière question, où trouver des trames de déclaration dont vous parliez? On vous fera une petite sélection de trames qui nous semblent intéressantes et bien structurées dans le mail récapitulatif. Donc, Julie, nous avons réalisé une charte éthique en interne. Y a-t-il des organisations qui peut nous valider le contenu de façon plus formelle? Alors, qui peut vous valider, pas forcément, qui peut vous donner des avis, oui. Si vous souhaitez, vous pouvez nous l'envoyer et on pourra vous faire un retour. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette session vous a été utile et qu'elle vous a intéressé. Donc, je le dis à la semaine prochaine à ceux qui nous quittent et pour ceux qui restent pour l'atelier, on va faire une petite pause de 5 minutes.